Je voudrais en profiter pour, en ce début d'année 2015, pour souhaiter la vœu à toute la population de cette humanité, dont j'espère il y aura bien plus de réussite à l'international et au niveau national que ce qu'elle a été fondée en 2014. Et j'espère qu'on va se tourner un peu plus en France sur l'international que plutôt se tourner vers des problèmes intérieurs, même si grands. Je pense qu'à un moment donné, au niveau de la médiatisation, c'est bien d'aller au-delà de la vie privée des personnes politiques ou des stars. Et c'est bien aussi de remettre les choses à leur place. Je voudrais accorder d'ailleurs mon soutien à François Hollande, car je suis vraiment très fier, malgré toutes les accusations et les critiques qu'il assume et qu'il voit défiler, il reste humble, il reste soi, lui-même. Elle les affronte avec bien d'humilité et c'est vraiment un exemple. Si ce n'est pas en tant que président, c'est vraiment en tant que valeur humaine et un vrai petit bonhomme. Après, bien sûr, on pourrait parler des critiques de son ancienne dame, première dame, mais comme on dit, au-delà du livre qui se passait, vous comprenez bien que contre lui, elle pouvait en faire tout un livre. Bien sûr, aurait pu avoir bien plus de mérite pour dire tout ce qu'elle a fait pour lui, mais elle n'aurait pas pu en écrire un livre, peut-être une prose. Alors bien sûr, peut-être que, comme on dit, mes respects, Monsieur le Président, comme vous savez, la famille, on ne la choisit pas, on la respecte. Et je suis fier de l'exemple que vous donnez. Je voudrais finir aussi par revenir sur la priorité de ma vidéo, qui était quelques idées sur l'évolution qu'on pouvait prendre dans cette année 2015 sur aussi bien l'intérieur et l'international. Tout d'abord, numériser la scolarité pour permettre l'expansion des secteurs présentés, permettre le suivi par la population pour que chacun puisse se réaliser selon ses propres compétences et possibilités de réalisation, production, création d'activités. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que si on fait des cours numériques, bien que les matières générales doivent être un peu étudiées parce que qu'on apprenne l'histoire, la géographie, tout cela, enfin, il y a plein de matières dans les scolaires, il y a plein de matières générales. Elles étaient générales jusqu'à présent, au jour d'aujourd'hui, je me dis, est-ce qu'on ne doit pas laisser cela dans le parcours personnel de chacun, de pouvoir évoluer sa culture en âge adulte, plutôt qu'inculquer ces bases qui peuvent être sans réelle application euh, dans notre vie. Et même si c'est intéressant à but informatif, je pense que concrètement, l'histoire ne me sert pas beaucoup dans la vie. Même si on peut comprendre au jour d'aujourd'hui que si on a su ce qui s'était passé hier. Mais je pense que l'économie, la comptabilité, la gestion émotionnelle, il y a plein de matières qui sont bien plus constructives pour une personne, si elles doivent être générales, plutôt que des matières, j'allais dire, spécifiques qui alimentent la culture, mais choses qu'on préfère quand on a 20-30 ans, surtout que, comme tout à chacun, on a envie par notre commun d'instinct d'être cultivé ou d'avoir des bases, et que c'est plus facile en étant adulte de s'y intéresser que quand on est tout jeune et qu'on se dit mais quel est l'intérêt d'apprendre tout cela. Donc si on avait des cours en 3 dimensions numériques que l'on puisse, diffuser en classe et que l'on puisse retirer sous clé USB ou autre format chez soi pour l'étudier avec nos parents pourront étudier nos cours, pouvoir avoir un suivi, moins de devoirs,
plus de compréhension du cours et d'échange entre les informations que le prof a données, la compréhension de l'élève et la rectification des parents si toutefois on voit que l'enfant n'a pas compris et assimilé ce que le professeur voulait dire. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous donnons moins de devoirs et plus d'études de compréhension à nos enfants par rapport à leurs parents, peut-être que les parents et tout à chacun qui avons l'âge et peut-être la possibilité d'être parents pourront avoir la possibilité de retrouver des bases, retrouver une structure générale de culture ou autre, et pouvoir, il n'y a pas de, il n'y a pas d'âge pour apprendre, on apprend toute notre vie et ça peut être intéressant en étant adulte d'avoir un accès à une scolarisation parallèle car il n'est jamais trop tard pour apprendre. Après, créer une autorité indépendante internationale pour réguler l'application des droits universels sur Terre à l'intérieur de chacun des pays de ce monde. Les droits universels de l'homme ont été écrits, encore une fois, problème d'histoire, je n'ai plus la mémoire, 1800 ou 1900, mais toujours est-il, c'est peut-être un des seuls textes avec 30 alinéas dont tout le monde peut s'y retrouver. C'est les droits universels de l'homme. Or, il y a bien des secteurs dans chaque pays où ces règles-là, malgré l'accord des droits de l'homme, ne sont pas respectées. Et je pense que si on respecterait ces droits intérieurs et extérieurs, national et international, je pense vraiment que la vie de chacun serait bien plus souhaitable. Après, travailler sur les échanges internationaux pour fluidifier et simplifier le partage des bons procédés. Alors, pour pouvoir le formuler, pour pouvoir l'appliquer, on avait étudié il y a déjà un an ou deux comment faire une expansion de l'exportation et de l'importation. En gros, c'était qu'on formait les Français en France, ou même on formait la population en France, et qu'une fois la population formée, elle pouvait s'expatrier pour prétendre un enseignement à l'étranger, ce qui permettait à l'international d'avoir une possibilité d'étudier des acquis français, car notre méthode d'enseignement, même si nous allons un peu changer pour la rendre plus fluide, nos méthodes d'enseignement sont très créatrices, très constructives, et dans un échange de bons procédés, en donnant des sciences, en donnant des savoirs et des outils, vous comprenez bien qu'un échange de bons procédés, on pourrait récupérer de la matière première qu'on n'a pas en France pour après transformer en France et faire des produits finis et produits dérivés en France. Ça peut ouvrir sur des nouveaux marchés, intérieurs et extérieurs, et ça peut être une réelle chance d'équitabilité pour l'international, là où les besoins sont vraiment plus amples. En France, on ne s'en rend pas bien compte de nos acquis, mais croyez-moi, en tant que Français et en tant qu'habitants de la France, nous avons d'énormes acquis que nous pouvons développer à l'international. Ça nous fera du travail, ça sera bien plus humain pour cette humanité, et c'est le moindre exemple que l'on puisse faire à l'international, nous qui voulons prétendre à une démocratie et un peu plus d'égalité et d'équitabilité pour ce monde, vraiment. Après, permettre structure commerciale, pub bon d'achat, pour une attractivité des secteurs marchands et par récolte de bons pour une minorité pouvant être utilisée par les plus démunis. Alors, là où je voulais en venir, c'est que si, par exemple, les grandes surfaces, les cités marchands, les multinationales, enfin, tous les commerçants faisaient leur pub selon ou avec des bons d'achat, ça permettrait à tout à chacun
en étant client, d'avoir des réductions. Ça pourrait être un attrait, et quand vous comprenez que de la publicité revient aussi cher, voire plus cher qu'un bon d'achat, peut-être que effectivement faire des réductions est quand même la meilleure méthode pour donner un accès à un nouveau produit ou à un produit existant, pour rebooster, faire de la publicité et faire des démarches de création de nouveaux clients. Après, si on fait une organisation qui récolte les bons d'achat et qui récolte les bons qui n'ont pas été utilisés, ça pourrait être redistribué en tant de bonnes œuvres pour justement les plus démunis. Ma volonté première était surtout d'interdire les ventes avec une péremption proche. C'est-à-dire que 1 jour, 2 jours, 3 jours avant la péremption finale, de la date de péremption, mettre une loi qui dise qu'on ne puisse plus le vendre à 100% de sa taxe, mais à équivalence de 70 ou 80% en moins de sa valeur. Car, je suis désolé pour les multinationales, cette mauvaise nouvelle, mais bien souvent, et encore au jour d'aujourd'hui, je suis allé au magasin, j'ai acheté en faisant confiance, en y mettant le prix. Arrivé chez moi, il reste 1 jour ou 2 pour le consommer. Alors je sais que ça peut paraître tout à fait normal dans ce monde d'aujourd'hui, mais je ne fais pas les courses tous les jours. Généralement, il y a beaucoup de gens qui les font tous les 2 semaines ou tous les mois. Et si on ne peut pas faire confiance à notre marchand, et bien du coup, le client n'est pas satisfait ou il change de marchand. Et comme justement on ne peut pas changer de marchand, puisque justement tout le monde pratique cela, je crois que même les bouteilles de lait, si vous grattez la date, elle s'efface tout simplement parce que la date, il édite, il la réédite une fois que c'est en péremption. Mais tout cela c'est connu et rien ne se passe. Donc j'aimerais aussi qu'il y ait un rayon dans les grandes surfaces de ces multinationales qui mettent à disposition leurs produits qui va être bientôt périmé pour que les plus démunis, tout à chacun, puissent le récupérer à moindre coût, car c'est tout à fait normal. Quand on paye le prix, et dans ce prix, il est donné aussi la fiabilité et la longévité du produit. Si le produit arrivé chez nous est défectueux ou autre, ça n'a plus sa valeur. Et puis, pour l'égalité des chances de chacun, vous comprenez bien qu'il arrive un moment donné où il faut quand même, et surtout, penser à ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas cette chance, et qui ont quand même le besoin vital de se nourrir sainement, plutôt que d'abîmer le produit à l'intérieur du magasin pour passer 1 heure ou une demi-journée après, parce que l'objet ou la nourriture étant d'un emballage abîmé, les grandes surfaces le jettent, et après ces personnes démunies vont à la poubelle récupérer ces objets puisqu'elles n'ont pas le droit de le vendre. Je pense que la régularisation de la redistribution de ces produits dans les critères de bienfaisance pour les plus démunis vaut mieux qu'on légalise la redistribution plutôt qu'on l'interdise, car c'est complètement ridicule qu'on jette de la nourriture qui puisse servir à d'autres, et même si une date limite. Après, permettre lieu de rassemblement sur commune pour faire cercle de parole sur les problèmes rencontrés de chacun, permettant plus de fluidité sur les problèmes et comment trouver les solutions entre nous pour l'expansion de chacun. On a tous des problèmes au quotidien et bien souvent, on a souvent les solutions pour notre prochain. On a déjà les solutions aux problèmes que l'on a déjà rencontrés. Même si c'est des solutions subjectives, la subjectivité est très commune. Et bien souvent, notre solution subjective peut bien plus aider notre commun. L'idée est d'organiser des portes ouvertes, par exemple dans les salles des fêtes,
un jour avec une heure bien précise de porte ouverte, que chacun de la commune ou de la ville ou de la région puisse venir, écouter les difficultés de chacun et que chacun essaye de trouver une solution. Faire un groupe de parole. Ça peut aller des problèmes du quotidien, ça peut aller du problème administratif, ça peut être du problème de voisinage, ça peut aller de tout problème. Aussi, je voudrais que l'on mette, en parlant de problèmes, et j'allais parler de problèmes de justice, ça serait bien plus important aussi pour tous les problèmes de justice que avant qu'on puisse porter plainte, avant que l'on puisse engager des poursuites, avant que l'on puisse aller vers l'irréparable, euh, on puisse légaliser des médiateurs qui écoutent les deux parties, qui font une confrontation et qui essayent de trouver un terrain d'entente avant les procédures. Généralement, quand on a un enfant, on ne peut pas agir, et même la gendarmerie n'a pas le droit d'intervenir s'il n'y a pas une plainte, s'il n'y a pas une ordonnance du juge, s'il n'y a pas une ordonnance pour la garde. Alors que c'est des conflits qui arrivent à chacun, et tout à chacun, on a un grand intérêt à trouver des solutions. La médiation est vraiment une très grande solution. Après, permettre le développement des transports propres pour assouplir les charges sur les produits finis, permettre plus d'échanges matériels et plus de compétitivité sur le marché, sur tout le secteur, permet de retrouver le pouvoir d'achat et de crédit sur le marché, émergent puis responsable parce qu'il est propre et durable. Si nous faisons par exemple au jour d'aujourd'hui le prix final de chaque produit, dans ce prix, il y a peut-être 10-20% sur le produit en lui-même, au niveau des matières premières. Il va y avoir 10, peut-être 20% sur les transformations qui ont été exécutées. Et il va y avoir le reste sur les taxes et le transport. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous rabaissons le prix du transport et que nous facilitons le transport, eh bien on pourra récupérer entre 20 à 40% de réduction sur le produit final. Vous comprenez bien que dans cette guerre de transition énergétique, si nous abaissons tous les frais du transport, aussi bien national qu'international, les évolutions de croissance sont vraiment sans précédent. Nous avons qu'à faire des camions autonomes et surtout, c'est-à-dire aussi bien sur la conduite que sur le carburant. Nous en avons la science, nous en avons la capacité et nous avons innové ces structures. Reste plus qu'à l'appliquer et l'organiser. Après, permettre un nouvel échange, d'échange, de la partage des pays. Essayer d'ouvrir la simplification de l'immigration contrôlée. Cela permet moins de trafic de marché noir, régule le monde du travail et de l'immigration, permet aussi de faciliter l'intégration et la possibilité d'immigration pour la situation de crise internationale, réfugiés, contrôlé, maîtrisé, adapté, plus solidaire, plus humain, plus régularisé. Si nous faisons une immigration et une intégration contrôlée, cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire qu'on le rend plus fluide, plus accessible, ça nous permet d'avoir plus de contrôle, moins d'anarchie, moins de marché au noir et moins de trafic sur l'immigration. Ça facilitera l'intégration. Au niveau humain, c'est sans précédent. Ça peut répondre aux solutions de crise internationales et ça peut être vraiment sans précédent sur situation de chacun qu'on peut se rencontrer dans une société. Car même les classes moyennes ou supérieures et aisées se sentent toujours, comment dire,
se sentent toujours rabaissés par une classe inférieure, comme si la classe inférieure leur enlevait quelque chose. Cette classe inférieure étant justement dans... excusez-moi, j'en perds mes mots. Étant dans l'exclusion et la marginalité, ne peut pas s'intégrer, et du coup, elle arrive à ou être dans le marché noir, ou être dans hors la loi, et devenir dangereuse. Tout cela doit être maîtrisé, contrôlé. Plus d'accessibilité, plus de fluidité, c'est maîtriser nos atouts et contrôler nos défauts. La France, avant, elle s'appelait la Gaule, et depuis même le temps de la Gaule, on a un carrefour entre l'Europe de l'Est et l'Afrique. Géographiquement, on est bien placé pour qu'il y ait une immigration totale. J'aimerais bien trouver un Français pure souche depuis plus de 10 générations, je crois que ça n'existe pas. Donc autant faire avec ses atouts, ou alors avec ses difficultés, bref, comment on l'appelle, autant être prévoyant de comment organiser une nouvelle ère plutôt que subir et se battre contre des choses qui ont toujours été. Nous, ce que l'on veut, ce n'est pas d'empêcher l'immigration, ce que l'on veut, c'est d'empêcher justement, je l'ai dit tout à l'heure, l'exclusion, car c'est l'exclusion qui engendre la violence et l'insécurité. Quelqu'un, qu'il soit immigré ou qu'il soit d'origine française, s'il est intégré, il dérange à personne. Et excusez-moi, mais si entre quelqu'un d'origine étrangère totalement intégré ou un Français totalement dans l'exclusion est dangereux, eh bien je préfère quelqu'un qui est immigré et totalement étranger. Je pense que cela va de bon sens et que le raisonnement va à chacun dans le même sens. Après, permettre l'expansion internationale des acquis pour développer l'exportation des pays extérieurs sur même acquis que le pays intérieur. Permet nouveaux marchés, nouvel échange international, plus solidaire, plus de possibilités export-import. Mais ça, je l'ai un peu plus ou moins expliqué tout à l'heure. En mettant des structures d'enseignement, on peut prétendre à donner un savoir. En donnant ce savoir, on peut prétendre à un échange de bons procédés entre les matières primaires qui existent à l'extérieur et justement les productions et transformations que l'on puisse faire à l'intérieur de chaque pays. Cela va vraiment d'un bon échange de procédés. Par la suite, développer les médecines biosynthétiques, permettent une nouvelle possibilité de greffe, permet meilleur accès financier et moins de complications sur les interventions et moins d'attentes sur les possibles donneurs compatibles. Les dons d'organes sont vraiment le côté le plus noir de la médecine. C'est carrément tout un marché. Je ne sais pas si vous le savez, mais quelqu'un qui doit se faire greffer et qui est en attente d'un organe paye des sommes astronomiques. Tout cela pour se rendre compte que la compatibilité et de l'intervention n'est pas garantie à 100%. Et puis, s'il y avoir des rejets. Or, avec des organes biosynthétiques, des membres biosynthétiques, on peut le faire à échelle presque industrielle et ça permet de banaliser le coût financier de fabrication et qui permettra la fluidité des soins pour le particulier et la population. Après, permettre alternative pour personnes aptes âgées, lieux de repos et de vie, alternatif entre maisons de repos et villages vacances, autonome pour personnes âgées, mais aptes, possibilité de fonction autonome. Mon idée, c'est que je trouve que les maisons de retraite sont vraiment quelque chose qui est
horrible. On doit y penser maintenant parce que même si au jour d'aujourd'hui, bien des personnes ne se sentent pas concernées par les maisons de retraite, dites-vous bien qu'on va tous vieillir et qu'il en va de bon sens que l'on organise une alternative aux maisons de retraite pour les personnes aptes, car de rentrer dans un établissement, ne pas pouvoir en sortir, et cela jusqu'à sa mort, quand je vais dans des maisons de retraite, je me rends compte qu'il y a des personnes âgées qui ont encore tout leur esprit, qui sont pas loin de l'aptitude, et que ça fait des fois plus de 10 ans qu'ils sont dans une maison de retraite. Je pense que vous n'avez jamais été enfermé ou être géré par autrui, car c'est vraiment un sentiment inhumain. Elles n'ont aucun recours, aucune possibilité de parole, ni de réclamation. Et j'aimerais bien qu'on régule et qu'on fasse un peu surveiller les maisons de retraite, car les conditions de vie sont vraiment déplorables. Vraiment déplorables. Si nous organisons des villages autonomes, comme un peu des villages vacances, mais pour personnes âgées, bien, pour que cela soit autonome, il faudra des activités. Pour de l'activité, il faudra des employés, donc ça créera des emplois. Pour créer le village, il faudra le construire, donc ça fera créer des emplois. Pour la longévité de l'autonomie, il faudra de l'entretien, ça crée de l'emploi. Et surtout pour le niveau de vie de nos personnes âgées, de mettre 1000, 1500, 2000 euros par mois pour un mouroir, ou alors d'avoir un petit studio ou une paillote dans les bois, dans un village autonome. Mes parents sont assez âgés, ils vont arriver dans l'âge. Je préférerais les savoir dans un village vacances retraité que plutôt une maison de retraite. Maintenant, j'avoue que vu le financement qu'il y a sur les personnes âgées, que ça soit les maisons de retraite ou autres, qui s'élèvent à 1500 ou 2000 ou 1000, je voudrais dire qu'à ce prix-là, vaut mieux trouver un pays étranger en Afrique, puisqu'il fait bon, ou au Maghreb, un partenariat, ou acheter un terrain, pour qu'on crée ces villages sur place. Tout simplement parce que la mentalité sur place, dans toute l'Afrique et le nord de l'Afrique, la population est très 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 attentive aux enfants et aux personnes âgées, que c'est encore une mentalité où les personnes âgées meurent à domicile, elles sont très heureuses parce qu'elles ont toute la famille qui s'occupe d'elles. L'attention que la population porte aux personnes âgées est vraiment très agréable à voir et à vivre. Je pense que une personne âgée, on la met en maison de retraite, ça a de quoi mettre un cafard qui, en peu de temps, elle a plus le moral. Or, une personne âgée qui n'a pas le moral, je lui donne pas beaucoup de temps à vivre. La même personne âgée, je la mets à l'étranger, au soleil, pour le même prix et avec plus de services à la personne, pour le même prix, je pense qu'elle sera plus heureuse, et puis bien plus heureuse. Et puis regardez qu'on n'y va pas tous les week-ends non plus les voir, donc il faut penser quand même à leur bonheur. Ils se sont battus toute leur vie pour la retraite, et une fois qu'ils sont à la retraite, on les met dans des maisons de retraite. C'est inhumain. Permettre aussi après le développement d'un contrat de travail sur prestation de services à la personne. Permet à toute personne de travailler, avoir un salaire sans qualification sur tous les travaux de main-d'œuvre ou d'accompagnement d'une situation de vie. Permet plus de soutien à la personne dans chacun de ces cas de figure. Permet d'ouvrir les secteurs de travail et possibilités d'activité sans qualification et régularisation du travail au noir.
Si nous faisons un contrat de travail, ou alors une simplification d'une catégorie de travailleurs qui puisse nous, nous donner une aide aussi bien de main-d'œuvre ou d'accompagnement dans toutes nos applications de vie et qu'elle puisse être régularisée par le monde du travail. C'est-à-dire que, comme une cotisation salariale, je cotise tous les mois à un organisme, cet organisme redonne les fonds et prend les cotisations. Du coup, ça régularise tout le monde du travail, dans le sens que ça empêche tout le marché noir. Je ne voudrais pas vous affoler, mais je crois qu'il y a plus de 800 millions de pertes sur le marché noir. Et quand on fait partie de la population et qu'on n'a pas de diplôme, chose qui peut arriver, je pense que l'alternative, qu'il y ait une possibilité dans l'alternative, dans le monde du travail, pour qu'on puisse être actif sans qualification, est vraiment souhaitable. Pourquoi demander un bac ou un bac plus 4 ou 5 pour justement faire de l'assistance? Il faut remettre les pieds sur terre. On n'a pas tous les mêmes bases, on n'a pas tous les mêmes parcours, on n'a pas tous les mêmes chances d'études, mais on doit avoir les mêmes chances de réalisation. Permettre la légalisation un petit peu de toutes ces activités. Alors ça peut aller de faire les courses, ça peut aller de l'accompagnement, ça peut aller de la main-d'œuvre qu'on puisse avoir à faire dans une maison, ça peut aller de simples travaux de construction, ça peut aller de tout ce qui puisse avoir comme besoin manuel ou même intellectuel, mais sans garantie. Voilà, tous les travaux sans garantie et qu'on puisse avoir le besoin. Voilà un petit peu les nouvelles, j'espère que ça vous donne appétit et j'espère que eh bien, tout le monde se mettra à table et profitera de ce bon et fameux festin. Bonne année, meilleurs vœux et surtout santé, longévité, prospérité à tous.